Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, l'actualité nous conduit à parler d'une arrestation, celle du militant panafricaniste Kémy Séba. Au-delà d'un simple fait d'actualité, cet événement soulève de nombreuses questions sur les rapports entre l'Afrique et la France, le panafricanisme militant et la gestion de la dissidence sur le sol européen. Pour certains, Kémy Séba incarne une voix puissante pour l'autodétermination des États africains, mais ce rôle fait aussi de lui un personnage controversé. Ce soir, nous reviendrons sur le parcours de Kémy Séba et ses actions dans le contexte géopolitique actuel. Quelle lecture faire de cette arrestation? Pour en débattre, je suis entourée de Jacques Monombo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Soukaina, merci de me recevoir. Vous êtes ingénieur géologue, analyste politique. Yannick Achilfoni, merci d'être avec nous. Bonjour Soukaina, merci pour l'invitation. Vous êtes ingénieur financier, auteur du livre Les fondements du capitalisme africain et les réformes monétaires. Et enfin, Frédéric Tchoungui, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes analyste politique. Merci de me recevoir. Donc avant de revenir sur le contexte de cette arrestation, on va peut-être parler de la sémantique qui a été utilisée pour décrire Kémy Séba. Donc l'arrestation a fait couler beaucoup d'encre dans la presse française, dans la presse internationale également. Quand on parle de Kémy Séba, on parle de lui comme un militant panafricaniste, de suprémaciste noir, d'influenceur anti-occidental. Jacques Monombo, Kémy Séba aujourd'hui, c'est qui finalement? Kémy Séba, c'est un peu l'ensemble de tout ce que vous venez de dire. En fait, Kémy Séba, c'est un éveilleur de conscience. Kémy Séba, c'est un panafricaniste. Kémy Séba, c'est un leader de l'ONG qu'il dirige. Kémy Séba, c'est quelqu'un qui, en fait, depuis un certain moment, essaie un peu de porter le combat panafricaniste sur ses épaules. Donc, on voit très bien que c'est quelqu'un qui a compris qu'à un certain moment, il faudrait que l'Afrique puisse s'affranchir. Et aujourd'hui, je pense que tous les titres ou encore tous les qualificatifs que vous avez attribués à Kémy Séba, je pense que lui conviennent parce qu'aujourd'hui, d'aucuns disent que c'est un pro-russe, d'autres disent qu'il travaille pour l'Afrique et certains aussi disent qu'il est anti-français. Donc je pense que le long de cette émission, on va essayer un peu de comprendre véritablement qui est cette personnalité, d'autant plus que son arrestation aujourd'hui, c'est une histoire qui est en train de faire couler beaucoup d'encre. Exactement. On l'a dit, une arrestation qui fait couler beaucoup d'encre. On va peut-être brièvement rappeler les faits. Donc Kémy Séba, il a été arrêté le 14 octobre aux côtés de son bras droit, Eri Djeweti, par la Direction générale de la sécurité intérieure. Il a été placé en garde à vue et relâché 2 jours après, donc le 16 octobre. Aujourd'hui, on a très peu d'informations sur cette arrestation. On sait que les investigations qui ont été menées, elles portent sur des possibles infractions d'ingérence étrangère. Juan Branco, son avocat, a démenti certains faits. Il a dit qu'il encourait possiblement 30 ans de prison. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette arrestation? Quelle lecture vous pouvez en faire? Déjà, je voulais dire que Kémy Séba, tout à l'heure vous avez parlé de ces différentes nominations. Donc c'est un militant panafricain. Il a commencé très jeune. Donc du coup, il s'est inscrit à l'école des panafricains noirs américains où il a fait pas mal de formations. Donc c'est un militant aguerri qui s'est engagé pour la cause africaine. Et à ce jour, l'arrestation, ça signifie le dépassement d'un cap, en fait, parce que les choses vont souvent crescendo. C'est-à-dire qu'on l'a combattu sur le plan civique, c'est-à-dire notamment, il a été poussé à l'exil hors de France. Par la suite, il y a eu, je peux dire, c'est un acharnement qui s'est terminé par l'enlèvement de sa nationalité française. Donc là, en fait, on rappelle qu'il a été déchu en juillet 2024 et qu'aujourd'hui, il dispose d'un passeport diplomatique remis par le gouvernement nigérien. Tout à fait. Donc du coup, là, c'était pas toujours suffisant parce que je crois que si ça avait suffi, on ne serait pas passé à l'étape où on le met en arrestation avec un passeport diplomatique en poche. Donc je crois que cette arrestation, c'est à la fois, je peux dire, une consécration pour lui, comme pour dire en fait qu'il a passé cette étape de la rivalité institutionnelle, c'est-à-dire qu'il a passé le cap de l'idéologie. Parce qu'une fois qu'on passe à l'étape des affrontements idéologiques et qu'on vous prend physiquement, ça veut dire en fait qu'on n'a pas pu en finir avec vous sur le plan idéologique. Donc je crois qu'on sera dans les prochains jours, il sera beaucoup plus populaire qu'avant, il attirera beaucoup plus d'attention et d'adhésion qu'avant. Donc, il a un grand retentissement auprès de la diaspora, notamment afrodescendante.
Je voulais juste revenir sur les fondements juridiques, parce que je pense que c'est très important de... Il y a cette question autour du passeport diplomatique, et je pense que beaucoup d'auditeurs ont ce questionnement. Et donc, je voulais clarifier la situation. Alors, il faut savoir que la Convention de Vienne de 1961, Convention diplomatique, a pour objet suivant, c'est-à-dire que lorsque un diplomate travaille en France, par exemple, lorsqu'il travaille en France, il ne peut pas, ou lui, son personnel ne peuvent pas être arrêtés, sauf dans un cadre bien précis, mais ils ne peuvent pas être mis en prison comme ça, parce que ça relève du droit international. Alors que dans le cas de Kémy Séba, il possède simplement un passeport diplomatique, mais il n'est pas un diplomate en exercice. Donc en fait, il peut être arrêté comme tout citoyen français, tout citoyen lambda. Il n'a pas d'immunité particulière, surtout si ces infractions relèvent, comme ça a été cité, de la sécurité nationale, la sécurité française. Donc c'est très important d'abord de remettre ça dans le contexte. Donc la raison pour laquelle on l'a arrêté, c'est pas... Il a un passeport diplomatique, mais il n'a pas d'immunité. C'est pour ça qu'on l'a interpellé. Et du coup, quelle lecture vous faites? Parce qu'on rappelle quand même le contexte. Il est venu officiellement, c'est ce qu'il dit dans un communiqué publié le 15 octobre, qu'il est venu avec un visa, qu'il est venu pour visiter un parent malade, mais aussi pour faire une tournée de sensibilisation auprès des diasporas dans différents pays, donc en Turquie, en Azerbaïdjan, en Espagne, en Belgique, et il devait finir à Genève, au Conseil des droits humains. Alors juste par rapport à ma lecture de cela, je pense que Kémy Séba est dans la provocation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a eu la déchéance de nationalité. Bien entendu qu'il n'empêche pas de venir sur le territoire français avec son autre passeport. Ça, ce n'est pas la question. Mais le fait qu'il ait été déchu de sa nationalité, c'est certain qu'il est dans le viseur de la France. Et il était certain, quasiment certain à 100%, que lorsqu'il allait arriver ici, même si on n'allait peut-être pas l'interpeller, il allait avoir des ennuis. Donc en fait, il savait déjà ce qu'il faisait. Il savait déjà qu'en venant ici, ça allait faire du remous, parce que c'est une personne qui, c'est un agitateur d'une certaine manière, un agitateur panafricain. Et donc il est au courant que ces faits et gestes qu'il pose peuvent avoir des retentissements. Mais il y a peut-être une différence entre un agitateur et le fait d'être interpellé par la Direction générale de la sécurité intérieure. Je pense que les deux sont liés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a l'aura de Kémy Séba, on sait pertinemment que la France, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la France souhaite en finir avec ce personnage d'une certaine manière, mais elle n'y arrive pas. Et donc là, on va au-delà des droits civiques, comme vous l'avez évoqué. Maintenant, ça devient physique. Donc on essaie de lui faire peur pour qu'il arrête de troubler l'ordre public, entre guillemets. Et pour l'instant, ça ne marche pas, bien au contraire, je pense que ça va renforcer sa notoriété. Jacques Monambon, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit interpellé comme a l'air de sous-entendre Frédéric? Bien sûr, on pouvait s'attendre à cela, parce que déjà, il faut rappeler que Kémy Séba, déjà depuis le mois de juillet, il avait été déchu de son passeport français par rapport à ses prises de position. Nous savons très bien que Kémy Séba, c'est un panafricanisme, et c'est quelqu'un qui il s'est fait un nom à travers le combat qu'il porte, le combat qu'il mène, et ce combat-là, je peux le subdiviser en 3 éléments. Premièrement, il lutte contre le franc CFA. Deuxièmement, il lutte contre la France-Afrique. Et troisièmement, il lutte contre l'oligarchie occidentale. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un en fait qui n'est pas bien vu ici en France. Déjà le simple fait qu'il ait brûlé son passeport lors d'une conférence, je pense que ça a été quand même un message très fort envers les autorités françaises. Parce qu'on peut ne pas aimer une classe politique française, mais brûler quand même le passeport, ça relève quand même de l'intimité d'un pays, parce que le passeport, en fait, ça représente toute une nation. Donc ça, c'est forcément, il était mal vu. Et aujourd'hui, nous savons très bien que Kémy Séba, il avait quitté le territoire français, il est parti en Afrique. Et lorsqu'il rentre en Afrique, parce qu'il faut toujours rappeler, il est franco-béninois, donc il a des origines africaines, il est notamment béninois. Et lorsqu'il va en Afrique, il arrive au Niger, c'est le président Tiani qui va lui donner un passeport diplomatique. Et comme ça a été évoqué ici, effectivement, il n'est pas peut-être diplomate en tant que tel, mais il bénéficie du passeport diplomatique. Il a un statut de conseiller. Exactement, de conseiller, conseiller du président. Donc il a ce passeport diplomatique qui, en réalité, devrait lui servir de couverture. Partout il passe, pour, disons, il peut circuler contre les discriminations, etc. et tout. Et aujourd'hui, pas peut-être aujourd'hui, nous avons appris il y a quelques jours qu'il était en France, en passant par l'Espagne, parce qu'il avait un visa d'Espagne, de l'espace Schengen. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est que quoi? C'est que lorsqu'on a un visa d'un pays faisant membre de l'espace Schengen, on peut circuler partout sans problème, vous voyez, à moins que vous ayez des antécédents judiciaires avec le pays dans lequel vous voulez vous rendre.
Et jusqu'à la preuve du contraire, je pense que Kémy Séba n'avait pas peut-être des antécédents juridiques avec la France, en dépit du simple fait qu'il ait brûlé son passeport, ou encore en dépit du simple fait qu'il dénonce un peu la politique française au niveau de l'Afrique. Donc je me dis que c'était évident qu'on l'arrête, mais c'était une erreur de stratégie. Je ne vais pas peut-être avancer des arguments comme quoi il était dans la provocation. Non, je pense que c'est une erreur tactique et de stratégie de sa part, sachant très bien qu'en France, depuis un certain moment, parce qu'il n'est pas à sa première arrestation, il a été arrêté dans le passé, il y a même un député français qui voulait même ouvrir un dossier contre lui, comme quoi il incite les gens à la haine contre la France et tout. Donc on voit très bien qu'il n'est pas bien vu en France, mais c'était une erreur de stratégie, et je pense qu'aujourd'hui, le combat du panafricanisme est un combat qui mériterait d'être mené avec beaucoup plus de tact, de soft et de stratégie en tant que tel. Parce qu'en fait, c'est un combat qui ne commence pas aujourd'hui. C'est un combat qui a commencé depuis fort longtemps. Et je rappelle même, les Dubois ont commencé ça aux États-Unis, les Marcus Garvey, les Kwame Nkrumah en Afrique, les Lumumba et tout. Donc forcément, les jalons et les bases que nous sommes en train de poser aujourd'hui, peut-être nous n'allons pas vivre le bonheur ou encore ce que nous souhaitons pour l'Afrique, notamment l'Union de l'Afrique, mais ça peut être nos enfants ou encore nos arrière-enfants. Donc ce qui fait que quoi ? Lorsqu'on essaie un peu de dénoncer, il faut faire ça avec beaucoup de tact et beaucoup de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde nous suit. Et puis, les temps qui courent ici en France, je pense que ça n'a pas été le moment idéal pour lui de venir en France. Même s'il bénéficie jusqu'à aujourd'hui d'un passeport diplomatique et qu'il a un visa espagnol. Mais je pense qu'il était question qu'il fasse d'abord bas la terre, laisser passer le temps. Parce qu'aujourd'hui, déjà, la politique française en interne est en train d'être secouée, vous le savez très bien, et même au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire que la puissance française est en train de dégringoler, et je pense qu'il est question quand même de sa part de mettre un peu de l'eau dans son vin, comprendre qu'il faut essayer un peu de décélérer un peu, comprendre un peu qu'il faut laisser un peu passer le temps pour effectivement, bien qu'il ait la famille ici, pour comprendre que peut-être avec le temps il pourrait y revenir quand même. C'était une erreur stratégique Erreur stratégique, je ne crois pas, puisque ça lui donne plus de visibilité qu'il n'en avait hier. Donc, tous les médias en parlent en France et au-delà, surtout en Afrique. Donc, je pense qu'il sera beaucoup plus célèbre et reconnu et célébré par les adversaires de la France. Peu importe le prix, et quand je parle de prix en termes de peine encourue, en termes de représailles judiciaires, peu importe le prix. Je crois que lorsqu'on est dans la sphère de Kémy Séba, les peines de prison ne parlent plus beaucoup aux gens. Parce que s'il avait peur de la prison, je ne crois pas qu'il serait en train de faire ce qu'il fait. Donc, il est dans le dépassement de soi, il est dans le don de soi pour la cause. Parce que là, en fait, lorsqu'il se déplace, il sait qu'il peut tuer, en fait. Donc, il le sait et il assume. Donc, lorsqu'on est dans des combats, à un moment donné, je prends par exemple le cas de Lumumba ou bien de Thomas Sankara. Il savait que lorsqu'il sortait de la salle, on devait le tuer, mais il y allait. Donc, Kémy Séba, aujourd'hui, n'est plus la personne qui se restreint à son intérêt personnel. Donc, je pense qu'il le savait et il assume, en fait, tous les risques qui vont avec. Maintenant, j'ai envie de dire que Kémy Séba s'inscrit dans un contexte parce que un des motifs qui a été retenu contre lui, c'était qu'il portait atteinte aux intérêts stratégiques de la France. Donc, c'est où maintenant on revient dans le contexte. Parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, les gens vont se poser la question pourquoi on l'arrête. Et c'est d'où maintenant sa cause sera beaucoup plus retentissante. Parce que lorsqu'on dit quelqu'un qui défend l'Afrique porte atteinte aux intérêts stratégiques de la France. Du coup, ça sous-entend en fait qu'il y a des intérêts stratégiques de la France. Donc, on n'est plus dans cette relation de la France qui est de l'Afrique, qui vient au chevet de l'Afrique, comme le président Macron l'a dit, être au chevet de l'Afrique, donc cette Afrique, petite Afrique souffleteuse qui peine à vivre. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on est passé d'un cap où la France revendiquait d'être le sauveteur de l'Afrique à une Afrique qui est plutôt d'intérêt stratégique pour la France. Donc, je pense qu'il y a ce petit cap-là qui est passé sur les éléments de langage qu'il faut retenir. Donc, pour moi, ce n'était pas une erreur de stratégie pour Kémy Séba. Je pense qu'il savait que ça peut arriver et il savait également qu'il devait être relâché parce que, vu justement les conventions dont il a mentionné tout à l'heure, il était relâché, je pense, ce matin. Oui, donc, le fait qu'il était relâché, ça fait qu'il savait en fait qu'il encourait des risques, mais il savait aussi que c'était des risques limités. Alors, moi personnellement, je serais beaucoup plus controversé sur le personnage de Kémy Séba. Je pense effectivement que lorsqu'il y a une révolution panafricaine, ou bien peu importe la révolution, il faut des visages comme celui de Kémy Séba. Pourquoi ? Parce qu'il dérange. Il en faut. Mais il faut qu'en même temps qu'il y ait ce personnage de Kémy Séba, il y ait réellement aussi un mouvement qui porte derrière et qui le porte.
lorsque je parle d'un mouvement qui le porte, bien sûr, il a son propre mouvement, mais c'est une révolution, c'est une synergie. C'est un ensemble de composantes qui composent cette révolution et qui fait en sorte que cette révolution aboutisse. Tandis que parfois, Kémy Séba, on a l'impression qu'il est, moi en tout cas de mon point de vue, et aussi que lorsque je regarde je me documente sur Twitter pour regarder un peu ce que les internautes disent sur la personne de Kémy Séba, on se rend compte que parfois c'est un peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'adoubent et qui sont vraiment derrière lui et qui le soutiennent. Et il y en a aussi d'autres qui sont un peu plus controversés et qui se disent que bon, c'est peut-être quelqu'un qui est à la solde de grandes puissances, comme ça a été évoqué. Et qui le finance. Donc on pense au Wagner Leaks qu'il y a eu l'année Russie, dernière, etc. Oui, toutes ces puissances-là qui le soutiennent. Et donc, en fait, ça fait un personnage assez controversé. Les gens se posent la question, est-ce que sa cause est vraiment, au final, toujours celle qu'elle était au début, ou est-ce qu'elle commence à avoir des nuances parce qu'il commence à rentrer. Il y a une sphère économique qui se détache autour de la personne, il faut le dire. Il a des soutiens économiques aussi. Donc, en fait, il y a tout ce questionnement autour du personnage qu'il faut aussi remettre en contexte. Mais ça n'enlève en rien son courage et sa détermination. Ouais. C'est là que je vous voyais réagir. Non, justement, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que Kémy Séba, effectivement, on peut ne pas apprécier Kémy Séba, être d'accord sur ce qu'il dit, mais je pense qu'aujourd'hui, le combat qu'il mène, c'est un combat qui mérite d'être encouragé. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en tant qu'Africains, nous devons comprendre qu'il y a des combats qui doivent transcender nos différences et nos divergences d'opinion. Et je pense que le combat qu'il est en train de mener, lui, c'est un combat qui met l'accent sur la reconquête de la souveraineté africaine. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, on peut dire que finalement, je vais aller dans le sens de Frédéric, est-ce que finalement, en étant financé par des grandes puissances comme la Russie, disons-le, est-ce qu'il ne devient pas l'instrument de puissances étrangères à des fins... on sait que notamment, quand il y a eu les documents de Wagner Leaks qui ont été révélés, on apprend qu'il a été financé pour organiser des campagnes d'influence. Est-ce que finalement, il ne devient pas l'instrument de son propre combat? Pour répondre à votre question, je vais m'en tenir à ses propres propos à lui, Kémy Séba. Il le dit tout le temps, il martèle dessus lorsqu'il fait des sorties médiatiques. Il a même dit que lui, il n'est pas un pro-russe ni un pro-français, mais lui est un pro-africain. Et je me rappelle même lorsqu'il y a eu un peu de désordre au niveau du Sahel, je crois que c'était au niveau du Burkina Faso, où le drapeau de la France avait été déchiré et que les Burkinabés étaient en train de brandir les drapeaux russes. Il avait même refusé. En fait, il avait fait une sortie médiatique. Je me rappelle très bien, il a dit, lui fait partie de ceux qui pensent qu'il n'y a que les Africains qui peuvent libérer l'Afrique. Donc lui n'est pas pourquoi on remplace le drapeau français à un drapeau russe. Donc ça, je pense que sur cet aspect-là, il est très clair. Il a été financé effectivement par Wagner. Ça, nous le savons tous, mais je pense que lui, dans sa position, c'est quelqu'un d'abord qui voudrait reconquérir un peu la souveraineté de l'Afrique. Dans ce sens-là, je pense que c'est un combat qui devrait impliquer tous les efforts de toutes les filles et fils de l'Afrique et même ceux de la diaspora. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, peu importe la personne, mais du moins le courage, l'audace, l'ardiesse dont il est en train de faire preuve, il mérite d'être soutenu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que il avait été arrêté effectivement parce qu'il possède le passeport diplomatique du Niger. Mais s'il avait par exemple le passeport diplomatique de la Côte d'Ivoire ou encore du Rwanda, je ne pense pas qu'on allait l'arrêter. Ça, il faut qu'on soit clair. Et c'est là qu'on comprend très bien qu'il y a cette espèce de deux poids, deux mesures. Et je pense que son arrestation est arrimée à la politique. Et je pense qu'avec le temps, on aurait un peu, quelques arguments à évoquer pour aller un peu dans ce sens-là. Et de quoi elle est le symptôme, justement, cette arrestation? Est-ce qu'elle est le symptôme d'une rupture entre les mouvements panafricains et la France? Est-ce que c'est une façon pour la France de... Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une façon de dire Kémy Séba, qui est le porte-parole un peu du mouvement, vous allez trop loin, on essaye de vous intercepter par la voie judiciaire? Bon, il faut comprendre que la France est une puissance colonisatrice. Donc, l'arrestation de ce genre est une vieille tradition pour la France. Vous allez vous souvenir, c'est qu'il y a quelques mois, je crois que c'était au mois d'août ou encore début septembre, il y a le propriétaire, le fondateur de la plateforme Telegram, le russe, qu'on appelle Pavel Durov. Il avait été arrêté ici à l'aéroport de Bourget. Comme quoi, on lui a taxé d'éléments qu'il n'a même pas reconnus et tout, parce qu'on suppose que Telegram, c'est une plateforme aujourd'hui qui a plus de popularité en Afrique, vous imaginez, et même au niveau de la Russie. Donc les chaînes occidentales, en fait, ne sont plus les bienvenues. Donc ça concurrence un peu les chaînes occidentales. Donc en fait, c'est quoi? C'est une vieille méthode que la France, mais il n'y a pas que la France, les Occidentaux le font. Lorsque vous commencez à être gênant, vous essayez un peu de vous opposer à leurs intérêts, bien écoutez, ils peuvent vous créer des griefs pour essayer un peu de vous diaboliser, vous discriminer, tout ça, machin, tout. Donc je pense que Kémy Séba
a été victime de ça, de cette pratique ancienne, mais c'est quelqu'un effectivement qui lutte pour la liberté de l'Afrique, mais aussi l'autodétermination des peuples noirs. Et c'est un combat à saluer, parce que voyez-vous que, madame, vous allez vous rappeler, en fait, tout homme qui cherche la vérité la trouve. Et quiconque trouve la vérité aura besoin de la pratiquer. Une fois que vous êtes en train de pratiquer la vérité, vous aurez besoin de partager cette vérité-là avec vos proches et ceux qui sont autour de vous. Et Kémy Séba est allé à la recherche de la vérité de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est dans le sous-développement? Pourquoi l'Afrique est dominée? Pourquoi l'Afrique, depuis les années 60, utilise encore le franc CFA? Et donc, c'est ce combat farouche qu'il est en train de mener. Et forcément, il ne peut pas être bien vu auprès de ceux qui nous colonisent. Yannick Achille-Fournier. Oui, en fait, j'allais dire justement, comme il a dit, c'est que c'est une vieille tradition de la France. On se souvient de Toussaint Louverture qui avait été invité cordialement. Donc, lui, le révolutionnaire haïtien, venait à Paris pour une invitation cordiale. Et à Paris, il a été embastillé jusqu'à ce qu'il décède. Donc, cette arrestation, en fait, c'est le symbole d'une France qui refuse de tourner une page de l'histoire, celle de l'histoire coloniale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle en termes de motifs d'atteinte aux intérêts stratégiques de la France, ça veut dire en fait que cette stratégie est toujours basée sur la prédation. Or, le président Macron lui-même a dit plusieurs fois qu'il est temps que la France réinvente ses relations avec l'Afrique. Donc, qu'on ne soit plus dans cette relation de prédation, mais dans une relation de partenariat. Et je pense qu'au fond, c'est ce que Kémy Séba veut. En fait, le panafricanisme, c'est au fond cette chose-là. C'est-à-dire que nos anciens prédateurs d'hier doivent se réinventer et venir vers l'Afrique avec des relations gagnant-gagnant. Donc, en fait, ce qui me choque, c'est que la France, en le faisant, refuse de passer ce cap-là. Elle refuse de considérer l'Afrique comme des partenaires économiques et stratégiques et politiques d'égalité, mais comme cette cave où elle doit aller tout le temps se servir. Donc, je crois que c'est le symbole ça, et ça en dit long, en fait, sur le manque de volonté de la France de faire son toilettage sur sa relation à l'Afrique, sur sa stratégie elle-même de développement, puisque tant que tu bases ta prospérité sur la pauvreté de l'autre, soit sûr qu'à un moment donné, il y aura un halt, en fait. Et c'est ce qui arrive avec l'AES, ce qui arrive dans l'AES, c'est-à-dire les pays qui ont dit « Ok, assez c'est assez, on a assez payé pour vous. » Donc, à un moment donné, il faudrait que nous, on défende nos intérêts, et ça fait mal. Donc, il faudrait justement que la France se serve profite en fait des mutations qui arrivent pour se donner un nouvel modèle économique qui ne soit pas basé sur cette prédation-là. Et l'avocat de Kémy Séba, Juan Branco, va dans votre sens. Pour lui, cette arrestation, c'est une réponse, c'est une représaille à son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains ont produits, notamment en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. C'est une théorie que vous défendez. Oui, tout à fait. Effectivement, comme j'ai dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur Kémy Séba, mais je pense qu'on est tous ici unanimes quand même que son combat est un combat contre l'affranchissement néocolonial, contre les exactions commises sur notre continent. Et la vision qu'il essaie de porter, le mouvement qu'il essaie de porter autour de son combat, c'est cette vérité universelle qui est que l'Afrique aujourd'hui doit retrouver sa souveraineté. Et on se rend compte que les pays qui le soutiennent aujourd'hui, ce sont des pays qui sont plus ou moins affranchis. Je sais que le gouvernement français ne reconnaît pas la junte du Niger aujourd'hui, mais malgré cela, quand même, ça veut dire qu'il y a une sorte de rapport de force qui est en train de s'inverser devant nous. Et je pense qu'on est en train de vivre une époque formidable aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que même les juntes qui n'auraient jamais été reconnues il y a encore 10 ans, 10-15 ans, aujourd'hui, elles ont un poids assez suffisant pour pouvoir faire en sorte que la France les reconnaisse comme un État en réalité. Et donc, je pense que Kémy Séba est dans la bonne vague, c'est-à-dire qu'il va surfer sur ça, sur le fait qu'il y ait des États qui soient dissidents des rapports néocoloniaux que nous pouvons avoir entre l'Afrique de l'Ouest et centrale et la France. Et je pense qu'à partir de là, il pourra plus facilement mener son combat, bien sûr toujours avec des nuances, dans le sens où, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on doit être il doit réinventer en fait sa manière de combattre la France en mettant en place des peut-être des projets, parce qu'aujourd'hui il a l'envergure pour faire cela. Il peut mettre en place des projets économiques, il peut mettre en place des projets sociaux, culturels, pour pouvoir réellement donner une identité, parce qu'il peut faire partie des personnes qui donnent clairement une identité à la sous-région, c'est-à-dire une impulsion
comme vous avez évoqué son combat contre le franc CFA. Il a vraiment toutes ses cartes en main, donc c'est important qu'il puisse s'en servir de la meilleure des manières pour qu'on puisse arriver à s'en sortir, à se sortir de cette domination. Comment réinventer justement son combat? On en parle dans un instant, on prend une courte pause. Vous êtes sur Vox Live, restez avec nous. Vous êtes toujours sur Vox Live, arrestation de Kémy Séba en France. Que comprendre? On va revenir peut-être sur les chefs d'accusation. On a évoqué deux chefs d'accusation, donc le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, la Russie. Il y avait également l'ingérence. L'ingérence, on rappelle le passif de Kémy Séba. On sait pourquoi il est décrié, notamment en France. On va rappeler sa déchéance de nationalité. Est-ce que vous pourrez nous rappeler un petit peu le passif de Kémy Séba? Le passif de Kémy Séba, effectivement, lorsqu'il a commencé à militer comme panafricaniste, je pense que c'était d'abord ses prises de position. Mais moi, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'il va brûler son passeport. Comme je l'ai fait remarquer il y a quelques mois, c'était en été dernier. Et je pense que c'était quand même un acte de trop. Et moi, de mon point de vue, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'encourage, que j'essaie de soutenir un peu dans son combat. Mais le simple fait de brûler un passeport n'est pas quand même une belle image qu'il a essayé de renvoyer de lui. Parce que le passeport, en fait, concerne toute une nation. Je l'ai fait remarquer même lorsque j'ai pris en début d'émission. C'est pour dire qu'on peut être contre les autorités françaises, mais ça n'a rien à voir avec le passeport. Le passeport français, c'est quand même quelque chose de sacré, qu'on aime les autorités ou pas. Donc je pense que ça a été vraiment une erreur encore monumentale, stratégique de sa part. Il n'aurait pas dû le faire. Il aurait peut-être dire, écoutez, comme vous êtes en train de m'harceler, vous voulez me déchoir de ma nationalité, je vous renvoie votre passeport de manière simple. C'est aussi simple que ça. Parce que dans ce combat de panafricanisme, il faut un peu d'élégance. Ce n'est pas un combat qui doit être mené avec hargne, haine ou encore avec de la fougue. Non. Il faut beaucoup de tact, il faut beaucoup de stratégie. C'est toujours important. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est vrai que nous sommes dans un monde de rapport de force, mais il faut beaucoup plus utiliser l'intelligence et être subtil. C'est important. On peut combattre son adversaire, mais en faisant semblant de ne pas lui montrer, pas peut-être tes prises d'opposition, mais ce que tu réfléchis pour pouvoir l'attaquer. Donc je me dis que déjà le simple fait qu'il avait brûlé son passeport, c'est une image vraiment très mauvaise qu'il a renvoyée de lui. Mais aussi, ça peut essayer aussi de se propager au niveau de la communauté africaine, franco-africaine ici en France. Parce que quiconque pourrait dire, écoutez, vous êtes en train de excusez-moi de l'expression, de me casser les couilles, moi si je prends le passeport, je brûle. Alors c'est pas bien, parce que le passeport reste le passeport, c'est sacré. Et donc je me dis que le passif de Kémy Séba, il y en a beaucoup d'éléments, beaucoup de griefs qui lui sont reprochés, mais celui vraiment, de mon point de vue, où il a poussé le bouchon à l'extrême, c'est le simple fait qu'il ait brûlé le passeport. Frédéric Tchoungui, vous parliez en première partie justement de réinventer sa façon de combattre. Ça, c'était une erreur de parcours? Je pense que je ne pense pas que ce soit une erreur de parcours parce que ce qu'il recherche, c'est le buzz, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il est très important de rappeler que le combat de Kémy Séba a d'abord commencé ici en France. Il est né en France, il a grandi en France. Et c'est vrai que c'est parfois un peu paradoxal. On se dit qu'il a grandi en France, il a eu les attributs français, il a été à l'école française. Mais comment se fait-il qu'un enfant de la France, d'une certaine manière, puisse se retrouver de cette façon à être le porte-étendard de la Révolution? C'est simple. La raison pour laquelle, c'est parce que il s'est nourri des frustrations que beaucoup de personnes de la diaspora, c'est pour ça qu'il est beaucoup apprécié ici. Lorsqu'on démarre, par exemple dans l'école française ici en France, et qu'on est petit et qu'on est noir, on subit des discriminations. Donc en fait, Kémy Séba, bien qu'il soit un personnage controversé, il rassemble les idéaux et l'affranchissement de beaucoup de personnes qui sont ici et qui ont grandi ici. C'est le fruit d'un contexte social. Exactement. Et ces frustrations-là ont fait que, finalement, c'est-à-dire que le combat qui devrait normalement être mené par les personnes qui sont nées sur le continent, sont menées par les personnes qui sont nées sur la diaspora. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la France, en fait, il y a un double problème. Le premier problème, ce sont ces enfants de la diaspora qui sont nés ici, qui ont grandi ici, et qui ne se sentent pas intégrés, et pour lesquels ils n'ont pas en réalité mis en place de schéma pour pouvoir les intégrer et leur donner une possibilité. Et il y a aussi là-bas. C'est-à-dire que là-bas, le problème qu'ils ont, c'est que là-bas, ils asservissent les peuples. Donc, en fait, la France est en train de se tirer 2 balles dans le pied. Donc, c'est très important que, moi, je pense qu'ils doivent gérer le problème Kémy Séba, non pas comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire de manière, avec une visée néocoloniale, mais plutôt prendre ce problème au sérieux. Parce que il y a un Kémy Séba aujourd'hui, mais il y en aura plusieurs qui vont émerger. Pourquoi? Parce que les frustrations au niveau national sont aussi palpables. Et c'est très important de le mentionner.
Oui, Yannick? Oui, en fait, je dirais qu'on peut tuer le révolutionnaire, mais pas la révolution. Donc aujourd'hui, Kémy Séba représente beaucoup pour les jeunes Français, parce qu'on le sait en fait qu'en France, il y a un système qui est un peu... En fait, on a la France d'en bas, c'est-à-dire la France misérable, qui se reconnaît à Kémy Séba en termes de contestation de l'autorité politique française. Donc Kémy Séba est justement le porte-étendard de cette petite jeunesse qui se reconnaît en lui. Mais par ailleurs, si je vais revenir sur le fait qu'il ait brûlé le passeport, je peux dire que ce n'est pas la première fois en fait qu'il brûle les symboles d'un pays. Parce qu'avant, il avait brûlé le franc CFA, c'était au Sénégal, donc il avait également fait l'objet d'une arrestation pour cela, pour avoir brûlé les billets de banque. Donc les signes nationaux des pays, donc c'est pas la première fois que ça arrive. Et je conviens avec lui que justement, il y a justement des... Oui, il est associé à des actions un peu coup de poing, c'est pour ça qu'on l'associe parfois déranger l'image. Mais je pense que le point justement qui peut... en fait, il y a deux points principaux qui peuvent vraiment préoccuper l'État français. C'est le fait qu'il puisse inspirer la jeunesse en France et le fait justement qu'il puisse porter atteinte ou bien éveiller des consciences qui ne devraient pas être éveillées au-delà de la France, c'est-à-dire dans les pays africains. Donc, mais pour moi, tout ce qui est spectaculaire est dans son intérêt parce que chaque fois qu'on lui donne de la visibilité, il est beaucoup plus fort. Mais ces méthodes provocantes, elles peuvent vraiment provoquer un changement. Vous parliez tout à l'heure de d'autres panafricanistes marquants. On pense à Sankara, on pense à... on peut en citer d'autres. Aujourd'hui, Kémy Séba, il ne s'inscrit pas forcément dans ce schéma-là. Est-ce que ces actions à lui, elles peuvent vraiment insuffler un vent de changement ? Non, c'est-à-dire que Kémy Séba... Auprès de la diaspora. Tout à fait. Kémy Séba, il faut qu'on essaie un peu de comprendre ses positions. Il s'inscrit dans cette dynamique panafricaniste. Donc ce que les Marcus Garvey ont prôné, les Dubois, les Thomas Sankara, les Lumumba, les Nkwame Nkrumah, etc. et tout, les Nyerere. Ça, c'est sûr. Mais seulement, lui, on constate quand même qu'il y a un peu cette fougue de la jeunesse. Vous comprenez? Et c'est ce qui le différencie un peu des autres. Il y a beaucoup de panafricanistes aujourd'hui. Il y a beaucoup de panafricanistes. Il n'y a pas eu Kémy Séba. Si vous allez sur YouTube, réseaux sociaux, etc. et tout, vous allez voir, ils sont nombreux. De partout. Mais chacun mène le combat selon sa perception et sa conception du panafricanisme. Il y a ceux qui se disent, écoutez, il faut être un peu soft, un peu plus de tact, un peu plus de stratégie. Bon, d'autres disent, écoutez, il faut de la fougue, il faut peut-être un peu de la rage. Et moi, je pense que Kémy Séba doit essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin. Comprendre que la violence n'a jamais résolu les problèmes. Les problèmes peuvent être résolus avec beaucoup plus de stratégie, de tactique et tout. Je sais pourquoi j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est important tout ce qu'il est en train de faire, parce que c'est un éveilleur de conscience. Et lorsqu'on éveille les consciences, on décolonise les mentalités. Et donc, c'est un combat qui est tout à fait important. Et ça froisse un peu les autorités françaises. Mais moi, je pense que la France a aussi une part de responsabilité. Pourquoi je le dis? C'est pas moi qui le dis, c'est le président Chirac. Chirac va dire dans l'une de ses sorties médiatiques, il dit exactement, je vais peut-être paraphraser ça avec mes mots, mais il dit qu'une bonne partie de l'argent qui se trouve dans le portefeuille des Français vient d'Afrique. Et qu'il serait temps que les dirigeants, sinon les autorités françaises, revoient un peu leur politique avec l'Afrique pour essayer un peu de restituer ce qui appartient aux Africains. Mais il le dit, non pas parce qu'il avait pitié de l'Afrique, non, mais parce que c'était un visionnaire. Il savait très bien. C'est un descendant de Gaulle, de Pompidou et tout le reste, Jacques Chirac. Donc c'était des visionnaires, c'est des gens qui avaient bien compris l'Afrique, comment l'Afrique doit fonctionner et comment la France-Afrique agit. C'est des gens qui essaient un peu de voir déjà l'Afrique dans les décennies à venir. Et ce qu'il avait dit n'était pas une déclaration anodine. Effectivement, ça avait tout son sens. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, la France ne veut rien savoir par rapport à ce que, par exemple, Chirac avait dit. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que rien au monde pourra changer la France, la vie de changer sa politique envers l'Afrique. Ces pratiques vont continuer. Et je pense que plus ces pratiques-là vont continuer, et plus on aura des cas comme ça encore en France, qui, de mon point de vue, pourraient effectivement susciter un peu des grandes révolutions même sur le territoire français. Alors juste pour réagir, moi je pense que Kémy Séba mène sa guerre avec les attributs de notre temps. Quand je parle des attributs de notre temps, qui ne peuvent pas être les mêmes que celui de Thomas Sankara, qui ne peuvent pas être les mêmes que Lumumba, etc., ou le Che Guevara, pour parler d'un autre continent, il fonctionne par exemple avec le buzz. Aujourd'hui, malheureusement, pour être visible sur Internet, pour faire la une des journaux, pour être partout, il faut juste faire le buzz. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à ne pas ingérer une longue information. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas des émissions de 10 heures ici.
qu'on n'en fait qu'une heure. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations les unes après les autres qu'il est très important que Kémy Séba, s'il veut se maintenir son nom dans la presse, il doit faire des actions coup de poing. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc brûler brûler un billet de franc CFA, brûler son passeport, ce sont des actions qui parlent et qui marquent. Et je suis sûr que dans 20 ans, on fera toujours référence à ces actions-là. On fera peut-être moins référence à son idéologie, parce que ça reste quelque chose de compliqué, qu'il faut comprendre, qu'il faut lire. Mais les actions qui ont été implémentées, une action comme brûler le franc CFA, ça c'est des actions qui vont marquer des générations et des générations. Donc je pense que son combat ne peut pas être mené autrement. Il n'a pas d'autre possibilité. D'une part, pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il soit milliardaire. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas le gaz nécessaire pour financer tous ses déplacements. Il a besoin de personnes qui vont le suivre. Et pour ça, il a besoin de personnes qui vont adhérer donc à son modèle de pensée et qui seront capables de le financer. Et donc, pour cela, il faut qu'il voit, ah, effectivement, vous avez vu, ce jeune homme-là, il va à contre-courant de ce qui se fait. Nous allons le suivre parce qu'on sent en lui quelqu'un qui peut bouger les lignes. Et c'est de ça que la jeunesse a aussi besoin. Effectivement, nous avons aussi besoin de projets structurels. Mais je pense que le personnage de Kémy Séba et ce qu'il fait n'a pas réellement d'impact n'a pas réellement d'impact néfaste sur les politiques que les États peuvent entreprendre pour... et bien au contraire, il peut s'inscrire à l'intérieur, de programmes, il peut les vulgariser de par son aura. Donc il a vraiment une carte à jouer. Donc c'est très important qu'il puisse aussi se préserver, qu'on ne l'arrête pas, parce que je pense qu'il a un rôle prépondérant à jouer, même si je maintiens, ça reste quand même un personnage controversé. Yannick? Oui, je dirais, je reviens au bon de ce qu'il a dit, parce qu'il a totalement raison sur le fait que l'arrestation n'a fait qu'augmenter sa visibilité en termes d'action coup de poing. Si on revient par exemple sur le président de Telegram, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant qu'on l'arrête. Donc le fait qu'on l'ait arrêté a secoué le monde entier, tout le monde a demandé mais qui est-ce, d'où est-ce qu'il vit. Donc c'est lorsqu'on l'a arrêté qu'on l'a connu. Donc pour Kémy Séba c'est pareil. C'est l'arrestation que beaucoup de gens vont davantage demander mais qui est-ce qui soit arrêté alors qu'il n'est plus français. Parce que lorsqu'on a déchu quelqu'un de la nationalité, la moindre des choses, c'est qu'on s'intéresse de moins en moins à lui, quoi. Parce qu'en France, il est passé légalement. C'est-à-dire, lorsqu'on a un visa Schengen, on a le droit de venir en France, puisque la France est dans Schengen. Donc, ce côté, la France a un peu, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est une erreur stratégique ou bien tactique. Mais si on revient dans le fond, comme il a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut voir, en fait, la France doit se remettre en question. Essayer de faire évoluer son modèle à l'aune de la modernité. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, ils ne veulent pas entendre ce que l'Afrique dit. Et Kémy Séba, quelque part, si son message passe, c'est parce qu'il est partagé par des millions d'Africains. Donc, Kémy Séba, ce n'est pas juste une petite nébuleuse qui est née de la Russie hier, non. Kémy Séba existe bien avant la guerre en Ukraine. Bien sûr. Bien avant tout ce qu'on a, comme on appelle ça, Wagner, tout ça. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas attribuer Kémy Séba à Wagner parce qu'il existait bien avant ça. Et il a toujours dit, avant que Kémy Séba ne commence à traiter avec la Russie, il traitait avec l'Iran. Il a été en Iran pour voir déjà avec le président Ahmadinejad, ça fait une bonne dizaine d'années. Il a été reçu par le président. Donc Kémy Séba, c'est quelqu'un qui porte depuis plusieurs années. Je crois qu'au lieu de s'attaquer à sa personne, il faut plutôt essayer de prêter une oreille à ce qu'il dit, à ce qu'il porte comme idéologie et à ce qu'il représente aux yeux des millions d'Africains. Est-ce que cette idéologie, il a besoin de se rendre sur le territoire français? Je vous pose la question parce qu'on a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux des internautes. Il y a deux commentaires qui reviennent souvent. Je vais vous interroger dessus. Le premier, c'est sur le recul de la liberté d'expression en France qui pourrait être associé à cette arrestation. Et la seconde, j'ai les commentaires sous les yeux. Qu'est-ce que Kémy Séba faisait en France? Donc, on sait qu'il est venu voir... un proche, mais je pense que la question qui est aussi sous-entendue, c'est est-ce que Kémy Séba a toujours besoin de se rendre en France pour sensibiliser à son idéologie? Est-ce que lui qui a voulu ne plus être français, est-ce qu'il a toujours besoin d'entretenir ce lien-là avec la France, ou du moins la diaspora afrodescendante française? Je pense que non, parce qu'aujourd'hui nous sommes en plein monde du numérique, du digital. Ça se trouve que pour galvaniser les foules ou encore pour... être suivi en France, on n'a pas besoin forcément d'être résident en France. Pour preuve, il y a Nathalie Young, par exemple, qui a commencé ce combat-là il y a très longtemps. Elle est en Suisse. Mais les gens la suivent depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, etc. et tout.
Je crois que c'est maintenant qu'elle est même rentrée au Cameroun et tout ça. Mais malgré ça, il y a beaucoup de gens qui sont en France. Dès qu'elle essaie de commencer une conférence, mais c'est beaucoup de gens qui la suivent, qui sont résidents ici en France. Donc Kémy Séba, en réalité, n'a pas besoin forcément d'être basé en France pour mener à bien son combat de panafricaniste. Je pense qu'il est venu en France, effectivement, comme les raisons ont été évoquées, pour un cas de santé, je crois, d'un membre de sa famille. Et effectivement, il est venu aussi parce qu'il se disait, bon, étant donné qu'il a le passeport diplomatique du Niger et qu'il avait un visa d'Espagne, l'Espagne faisant partie du pays de l'espace Union européenne, il s'est dit, bon, on ne va pas me toucher, vous voyez, puisque la preuve, ce ne sont pas des Africains qui créent l'espace Union européenne, le Schengen, ça n'a pas été créé par des Africains. Donc il s'est dit, bon, forcément, je vais circuler librement, alors qu'il y a cette arrestation qui l'attendait. Donc je me dis que, pour répondre à votre question, non, il n'a pas besoin d'être résident en France pour galvaniser les foules, ou encore pour haranguer les foules, pour les motiver, peu importe là où il peut se trouver, parce que nous sommes dans un monde de la science et la technologie, le digital, oui, exactement. Donc les informations en fait qui étaient censées arriver en Afrique dans les années passées, qui pouvaient prendre par exemple 1 mois, 2 semaines, ben aujourd'hui il suffit juste en espace de 2 secondes, les gens sont informés. Donc je me dis qu'il a un avantage qui est tout à fait technologique et il n'a pas besoin d'être résident en France pour pouvoir mener à bien son combat. Alors moi je pense personnellement qu'il doit se rendre en France. Pourquoi? Parce que l'essence de son combat a commencé ici. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit qu'il y a un double sens dans ce combat. Il y a le combat des diasporas, qui en réalité se rejoint, un double sens qui se rejoint. Il y a les diasporas, et il y a, même pas les diasporas, parce que les diasporas, ce sont les diasporas africaines. Il y a les Noirs qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui font peut-être partie de la diaspora guinéenne, mais qui sont en réalité français, qui sont nés ici. Voilà, qui sont afrodescendants, si on peut les appeler comme ça. Et c'est eux qui ont constitué la première base de son combat. Pourquoi? Parce qu'au final, ses revendications étaient d'abord franco-français, c'est-à-dire je suis un jeune émigré, je suis un jeune afrodescendant né en France, je subis des discriminations et il a donc porté des collectifs, il a lancé le cas dont on parle, j'ai oublié le mot d'avant, mais le point de départ c'est la France. C'est-à-dire que c'est la France qui a construit son idéologie, sa méthode, son mode de pensée, c'est-à-dire qu'il était d'abord anti-système en France, il remettait en cause l'éducation nationale qui ne permet pas aux jeunes d'avoir des débouchés les mêmes que les Français de souche, je mets entre guillemets, le fait d'avoir des difficultés, d'avoir accès au travail, le fait d'avoir des difficultés financières de manière générale et aussi discriminantes. C'est d'abord son combat à la base. Et ensuite, maintenant, ce combat s'est exporté vers l'Afrique lorsqu'il a commencé à sentir que, il y a sans doute une ouverture. Mais maintenant qu'il y a eu cet éveil des consciences, est-ce qu'il a toujours besoin de revenir dans un pays? Je pense pas du tout. Je pense qu'il a besoin de venir sur place, de venir aussi rencontrer sa base militante de départ, d'avoir des connexions avec eux, des discussions avec eux. Pourquoi pas? Ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas de problème, moi, personnellement. Yannick? Non, en fait, moi, je pense que il y a 2 choses. Il y a l'homme politique et il y a le civil. Si je prends par exemple le cas du Maroc, le Maroc a longtemps été en contentieux diplomatique avec la France, mais le roi du Maroc venait en France, il venait dans le sud de la France, il venait en visite privée, donc du coup, lui, on n'a pas dit, bon, comme il y a des tensions diplomatiques entre le Maroc et la France, vous n'allez pas venir. Donc, quelque part, Kémy Séba, en tant que citoyen, devrait pouvoir jouir de son passeport. Bon, maintenant, est-ce qu'il doit venir en France mener des activités politiques? Je pense que non. Parce qu'ayant été déchu de la nationalité française, il n'a plus fondement, il n'a plus la légitimité pour venir s'entretenir avec des jeunes Français. Parce que si on parle la chose inverse, moi je n'accepterais pas par exemple qu'un Français vienne au Cameroun ou en Guinée s'entretenir avec des jeunes de ces pays-là pour des sujets politiques. Donc oui, comme citoyen, il peut circuler, mais est-ce qu'il doit venir mener des activités politiques sur la France? Je pense que non, ce n'est pas indiqué parce que l'inverse, je ne l'accepterais pas. Donc, et je pense qu'il y a très peu de pays parce que si vous quittez la France pour aller aux États-Unis, vous vous entretenez politiquement avec des jeunes Américains, je pense qu'ils ne vont pas l'accepter. Pareil pour les Russes. Donc lui aussi, par conjecture, je pense que non, on n'accepterait pas en fait. Et justement, pour aller dans son sens, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Effectivement, ici, il faut qu'on essaie un peu de dissocier la personne Kémy Séba avant qui était activiste, panafricaniste, et aujourd'hui, il est conseiller d'un président. Donc, il devient maintenant un homme politique. Lorsqu'on est conseiller d'un président, on est en politique. Ça, c'est comme ça. Il bénéficie d'un passeport diplomatique. Donc, il n'a plus besoin de venir en France chauffer les foules comme il le faisait autrefois. Le statut, et voilà, justement, c'est l'ingérence. Le statut a totalement changé. Voilà pourquoi on rejette ça.
On rejette ça. Maintenant, Kémy Séba, aujourd'hui, c'est que quoi? Son arrestation devrait beaucoup plus interpeller le peuple africain et les autorités africaines. C'est-à-dire, je vais l'inscrire dans une dimension continentale. Il faut que les Africains comprennent que c'est dû à notre fragilité et à notre faiblesse. Vous imaginez si Kémy Séba était un Américain, mais on ne pouvait pas le prendre comme ça comme on l'a pris. Parce que l'Amérique est une puissance. Si Kémy Séba était un Chinois, la Chine peut appeler. Illico Presson va le libérer. Donc c'est pour dire que nous avons le devoir. Nous avons vraiment, pas peut-être cette envie, mais nous avons le devoir d'aller au plus vite à la construction d'un État fédéral qui puisse porter haut les intérêts des Africains. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est que tant qu'on va rester comme ça dans cette configuration des États-nations, on sera fragile. Aucun pays ne peut s'en tirer tout seul. Erreur. Il faut qu'on se mette ensemble. Et s'unir ensemble pour bâtir une grande puissance. Et lorsqu'on se met ensemble, on s'unit pour bâtir quelque chose, c'est aussi accepter de grandir ensemble. Et lorsqu'on accepte de grandir ensemble, c'est aussi accepter d'être puissant. Alors, moi je vais juste revenir à ce que M. Fournier a évoqué par rapport au fait que pour lui, un Américain ne devrait, par exemple un Camerounais ne devrait pas aller aux États-Unis pour s'entretenir politiquement avec des jeunes Américains, si je comprends bien. Alors, moi je pense que la nationalité, c'est quelque chose. C'est-à-dire c'est important. C'est notre attribut, c'est notre identité, ça fait partie de qui nous sommes. Mais on ne peut pas dissocier aussi l'homme de d'où il vient. C'est-à-dire que je prends un exemple. Parce que si je transpose ce que vous dites, par exemple, c'est-à-dire qu'un Camerounais qui vit en France et qui est français, pour vous, n'a aucune légitimité à aller au Cameroun entretenir des réunions avec des jeunes Camerounais autour des questions du Cameroun. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Kémy Séba, même s'il n'est plus français, même s'il a été déchu de sa nationalité, son essence est française. Il est français, il faut le dire. Il est français de par son essence, de par ses combats sont nés parce qu'il était en France. Je ne suis pas sûr que si Kémy Séba était né au Bénin, avait grandi au Bénin, il aura la même vision. C'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on ne dissocie pas la nationalité. Bien sûr, on peut dissocier la nationalité, mais que la nationalité ne représente pas l'identité globale d'un être humain. Ce qui représente l'identité globale d'un être humain, c'est son vécu, en réalité. C'est ses combats, ce sont les difficultés rencontrées, et ces difficultés rencontrées, il les a rencontrées sur la bannière française. Ça, c'était d'un. De deux, maintenant, la personne de Kémy Séba, est une personne qui pourra, qui va mettre en place, qui peut mettre en place des projets, moi je l'ai dit, qui peut mettre en place des projets transversales, c'est-à-dire entre les diasporas, entre les gens sur le continent, et aussi même avec les personnes qui sont nées ici et qui ne se disent même pas de la diaspora, mais qui ont, c'est-à-dire la couleur, qui sont les afro-descendants. Donc en fait, il peut faire cette jonction-là entre tous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être associé simplement à une nationalité. Son combat transcende. Il ne peut pas aussi être associé à une fonction. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui le conseiller du président qu'il reste le conseiller du président. Son combat n'a pas commencé à ce moment-là. Son combat commence bien plus loin, bien avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a de l'écho. S'il a été juste vu comme le conseiller du président, je pense qu'aujourd'hui son combat serait un combat futile et les gens se demanderaient mais il sort d'où? C'est parce que son combat est né de blessures, des blessures que des jeunes afro-descendants vivent ici et qui les a transposées ensuite en Afrique. Les gens ont commencé à se rendre compte, mais au final, nous sommes tous pareils parce que vous savez, en temps normal, on a tendance à vouloir, pour terminer, on a tendance à vouloir dissocier parfois les diasporas, les combats des diasporas et les combats des personnes sur le continent, et ils ont tendance à se regarder en chaîne de faïence. Mais alors qu'au final, nous avons tous le même combat. Tous les afro-descendants, on a un combat commun qui est le combat de la souveraineté, partout où nous nous trouvons. En fait, je pense que Frédéric mélange deux phénomènes, c'est-à-dire la légitimité et la légalité. Est-ce que son combat est légitime auprès des jeunes Français? Peut-être oui, parce qu'il a grandi en France. Mais est-ce que c'est légal? Non, parce que la politique est un champ très encadré. Je vis en France, mais je n'ai pas droit au vote. Parce que je ne suis pas citoyen français, je suis résident, mais pas citoyen. Donc, le champ politique est réservé essentiellement aux citoyens. On n'a pas de droit de vote en France, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'exprimer politiquement en France, on n'est pas citoyen. Et l'expression, c'est généralement pas le vote. Donc, une fois qu'on a cessé d'être français, s'immiscer dans le champ politique est une faute. Ça, c'est d'un. Et de deux, lorsqu'on est un diplomate étranger, c'est-à-dire qu'on a un passeport diplomatique étranger, aller dans le champ politique, c'est de l'ingérence. Récemment, on l'a reproché aux diplomates ukrainiens d'avoir soutenu des groupes politiques au Mali. Donc aujourd'hui, je prends la réciproque, c'est-à-dire la réciproque est aussi vraie. Donc
autant que je ne vais pas accepter qu'un diplomate ukrainien aille intervenir dans les affaires internes du Mali, je ne vais pas aussi accepter qu'un diplomate nigérien vienne intervenir dans les affaires politiques de la France. Donc, il y a ce sujet de légitimité, de légalité qu'il faut bien séparer. Oui. Est-ce que son meeting en France, c'est légitime? Oui, il a grandi ici, il partage beaucoup de choses avec les Français, mais est-ce que c'est légal? Non. L'autre remarque qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, c'était justement ce potentiel recul de la liberté d'expression. Rappelons quand même que la France est taxée d'être le pays de la liberté d'expression. Aujourd'hui, est-ce que la France peut limiter certaines voix dès qu'elle remet en cause sa politique étrangère? Où est-ce qu'on place aujourd'hui la frontière entre la sécurité, les libertés individuelles? Jacques? Cette question est un peu délicate quand même, hein. Il faut dire que la France, effectivement, aujourd'hui, est secouée par plusieurs crises, notamment la crise politique, mais non pas que politique, même la crise aussi au niveau de la légitimité de qui doit diriger la France. C'est pas moi qui le dis, hein. Il suffit de suivre un peu Mathilde de Panot, c'est que vous la connaissez, la dame militante de la LFI. Et elle a même dit, elle a dit devant le perchoir de l'Assemblée où elle faisait comprendre aux Français que le président Emmanuel Macron ne nous fait plus peur parce que ce n'est pas lui qui avait été élu par les Français. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, on voit très bien que quand même la France, du point de vue droit de l'homme ou encore la liberté d'expression et même la France qui était un pays modèle, démocratiquement parlant, je pense que ce modèle-là, cette façon de voir des choses-là, en fait, la France est en train de dégringoler quand même. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas voir le gouvernement que nous sommes en train de voir aujourd'hui en France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tensions. Les torchons brûlent entre LFI et effectivement les autorités actuelles. Donc, je pense qu'à ce stade-là, il y a quand même moyen de se poser des questions pour dire qu'effectivement, il y a quand même des libertés aussi qui sont un peu... Kémy Séba, il est victime d'un manque de liberté d'expression? Oui, Kémy Séba, il pourrait être victime de ça. Je pense qu'il est même victime de ça. Pourquoi? Parce que Kémy Séba, il a dit quelque chose de très pertinent, hein, M. Fournier. Il a dit que Kémy Séba n'est plus français. On ne doit plus le regarder comme étant français. Actuellement, il a été déchu de son passeport français. Il ne l'est plus. Donc, il change de statut. Il devient comme un officiel du Niger. Donc, c'est un homme politique du Niger, un officiel du Niger. Donc, aujourd'hui, Kémy Séba, effectivement, s'il veut mener son combat du panafricanisme, je pense qu'il peut le faire où il veut. Il n'y a pas de problème. C'est son droit le plus absolu. Mais venir en France, s'immiscer encore des affaires politiques de la France, ça pourrait mal sonner aux oreilles des Français. Parce que c'est comme un diplomate du Niger, peu importe qu'il soit consul, qu'il soit ambassadeur ou encore ministre conseiller, il arrive en France et qu'il s'ingère aux affaires politiques françaises, mais écoutez, il sera pas mal vu. Donc il faut qu'on essaie un peu de biffer la position qu'avait Kémy Séba à l'époque, où il était français, et de remplacer cette position-là en tant qu'un officiel du Niger, parce qu'il devient un homme politique du Niger, il est conseiller du président nigérien. Frédéric. Alors juste par rapport à premièrement à la liberté d'expression, je pense qu'il y a un recul, de la liberté d'expression en France, mais pas qu'en France, en Europe. Et je pense que c'est la corrélation de la montée des extrêmes aujourd'hui, l'extrême droite, les groupuscules racistes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous donnez votre avis qui ne va pas dans le sens de certains nationalistes ou bien d'autres factions, vous êtes taxé et vous êtes insulté parfois. Donc effectivement, il y a un recul, mais ça, je pense que c'est une tendance occidentale, hein, de manière générale, où on arrive un peu à l'essoufflement d'un modèle, et ce qui fait que nous sommes aussi, en général, lorsqu'il y a l'extrémisme qui monte, il y a aussi la restriction des libertés. Les deux aspects sont liés. Maintenant, je tiens quand même à clarifier, parce que c'est important, ce qui a été dit, le fait de dissocier Kémy Séba de la nationalité et de la personne de son combat. Je vais quand même répondre. Je pense que la raison pour laquelle Kémy Séba a obtenu ce passeport diplomatique, c'est dans le sens de son combat. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier la personne légale et et le combat de la personne. Tout est lié. Kémy Séba représente cet ensemble-là. Si aujourd'hui il est nigérien avec un passeport diplomatique, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce qu'on a bien voulu lui donner, c'est parce qu'il mène un combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement pour lui, il sera toujours dans une posture obligatoirement où il va défendre donc les fractions noires, afrodescendantes dans le monde, et il sera obligé d'une certaine manière de venir partout en réalité où il y a ces combats-là pour pouvoir porter la bonne parole. Malheureusement, c'est son lot aujourd'hui. Que ce soit légal ou pas légal, ce n'est pas la question. Je pense que son combat transcende en réalité les nationalités, transcende les continents,
il s'adresse directement aux Noirs, d'où qu'il soit. Et moi je vous assure que le personnage, comme je dis, je l'ai controversé, je ne suis pas en train de faire son apologie, mais je parle de le combat de la personne ne peut pas s'arrêter aux frontières. C'est un combat qui est clair et net pour l'affranchissement, pour le souverainisme, pour la possibilité des Noirs dans leur ensemble, des afrodescendants, de pouvoir s'émanciper. Donc je suis désolé de vous dire, messieurs, mais le côté légal ne peut pas et ne doit pas incomber son combat. Yannick. Oui, donc du coup sur la question des libertés, la France n'a jamais vraiment été un pays de liberté, déjà historiquement, parce que la France, tout à l'heure il a parlé de la France qui chute. En fait, la France est plutôt retenue dans le passé par le poids de son histoire, cette histoire impériale, cette histoire parsemée de révolutions, de contextes, en fait, d'actions politiques compliquées ou bien complexes avec la France. On connaît tout ce qu'il y a eu comme passif avec l'Afrique. Aujourd'hui, la France est retenue captive dans ces choses-là, dans cette France-Afrique, cette relation de paternalisme qui ne veut pas mourir. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un passé qui refuse de passer. Donc la France est retenue par ce poids-là. Et si on revient à un passé récent, l'arrestation du président de Telegram, la Silicon Valley, c'est-à-dire la ville américaine où le foyer de la technologie dans le monde a su sauter. Parce qu'on s'est dit, si on arrive à un niveau où un opérateur économique doit être arrêté pour être écouté, ou bien pour être auditionné, ou bien de qui on doit extraire des informations de force, c'est une extrême. Parce qu'on se souvient qu'aux États-Unis, le président Donald Trump avait été banni de Twitter par Twitter. C'est-à-dire, on se rend compte de la différence entre les États-Unis et l'Amérique, où de l'autre côté, on a un média qui se permet de suspendre un président. Or, ici, on est dans le schéma inverse, où on lui dit non, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, nous, on doit contrôler tout ce que vous faites, avec qui vous parlez dans votre média, Telegram, on doit pouvoir accéder à tout, savoir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'était une chose. Maintenant, de deux, il y a le professeur Franklin Nyamsi qui a toujours dénoncé quelque chose. C'est-à-dire que la même phrase, le même propos tenu par un Africain en France serait apprécié différemment que par un Français. Dans le cadre, par exemple, du franc CFA, lorsque plusieurs Français ont eu à le critiquer à l'Assemblée nationale française, ça n'a jamais vraiment dérangé personne. Tout à fait. Mais lorsque vous êtes africain, ça se voit mal. Donc il y a toujours ce poids de l'histoire de l'Africain qui n'a pas droit à la pensée, pas droit à la parole. Il doit raser les murs, quoi. Donc il ne doit pas s'exprimer. Donc la liberté d'expression en France, elle est certes pas au top, mais il y a aussi des étages. Donc il y en a qui ont beaucoup moins que d'autres. Merci Yannick pour votre analyse. L'émission touche déjà à son terme. Je vais vous remercier chacun de vous, Jacques Monombo, Frédéric Tchoungui et Yannick Achille-Fournier. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. L'émission du jour, c'était Arrestation de Kémy Séba en France, que comprendre. C'était sur Vox Live. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. Restez avec nous pour la prochaine édition de Vox Live. Merci Soukaina. Merci.